Bonjour, bienvenue au Musée Saint-Laurent de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette première rencontre du cycle de conférences dans le cadre de l'exposition Yves Saint-Laurent Forme, décors et œuvres de Claudia Wieser. Je vais vous présenter donc les intervenants et je commence par Marco Pecorari qui sera le modérateur de toutes les conférences du cycle. Marco Pecorari est Associate Dean for Academic Affairs à la New School Parsons Paris, où il est également directeur du programme de Master in Fashion Studies et où il enseigne et recherche sur l'histoire et la théorie de la mode. Ses recherches se concentrent sur la politique des archives et des musées, explorant les intersections de la théorie critique des médias de la mode, de la performance et du patrimoine. Puis Cécile Bargue, qui est historienne de l'art, pensionnaire à l'Institut national d'histoire de l'art. Ses travaux portent sur le devenir, les contre-coups et les remises en jeu des dadaïsmes des années 1920 à nos jours. Elle s'intéresse au rapport entre art et politique et à la réception muséale des avant-gardes en Europe et aux États-Unis. Parmi ses très très nombreuses publications, je cite ici uniquement son texte pour le catalogue de l'exposition Forme qui s'intitule Simplicité des formes. Et puis Julien Fransac, qui est conservateur en chef au MAMCO, Musée d'art moderne et contemporain de Genève, depuis 2017. Il est diplômé en histoire de l'art de l'École du Louvre et de l'Université Sorbonne. Il a été commissaire à l'exposition au Palais Tokyo de 2007 à 2017 et professeur dans de nombreuses écoles, notamment l'École du Louvre et l'École d'art de Lausanne. Il est également l'un des auteurs du catalogue de formes pour lequel il a écrit un texte qui s'intitule « De la sculpture au mouvement ». Je laisse la parole à Marco Pecorari. Merci. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venu aussi pour ces conférences. Merci à Essan pour l'invitation, vraiment, et merci à Julia et toute l'équipe des musées Saint-Laurent pour l'aide à organiser ces événements. Et bien sûr, merci à notre speaker, à Julien et à Cécile, pour avoir accepté l'invitation. Alors, aujourd'hui, comme Julien a expliqué, on y va commencer une série de discussions, des tables rondes autour de l'exposition Saint-Laurent, l'art des formes. Je partage ici avec des photos de l'expo et je pense que cette expo soulève plusieurs questions sur le travail de Yves Saint-Laurent et aussi des Weiser, qui c'est l'autre artiste présent dans l'expo. Mais je crois aussi que c'est vraiment un départ très important pour commencer à réfléchir sur un large discours à la relation entre l'art et la mode. Ces relations, c'est historiquement, on peut dire, caractérisées dans une définition et une redéfinition constante de la mode, mais aussi, en parallèle, on peut dire que c'est une redéfinition de l'art aussi, et des fonctions de ces deux milieux dans notre société. Ces relations étaient définies aussi par des questions liées à les valeurs culturelles et spécialement pour la mode, je pense à la reconnaissance de la mode comme une pratique artistique. Mais aussi, je pense que c'est très important de réfléchir aussi sur les différentes tentatives historiographiques qui sont faites pour lire la mode en dialogue ou des fois en dialectique avec l'art. Yves Saint-Laurent a joué un rôle fondamental dans ces relations et à travers différentes pratiques. Principalement, des fois on y va oublier son contribution à travers l'écriture, qui c'est un peu inexploré aussi. Mais on y peut dire qu'à manière plus générale, il a contribué à travers bien sûr son travail comme couturier ou designer, avec les différents dialogues qu'il a fait avec les artistes dans sa collection, mais aussi à sa capacité, je pense, d'utiliser la mode comme un médium pour la diffusion de l'art. Et aujourd'hui, on y va aussi un peu à discuter, approfondirons ces questions avec notre invité. Ensuite, le travail de Saint-Laurent comme un collectionneur. Et j'ai mis ici deux références. La référence à gauche, c'est un expo ici au musée Saint-Laurent, où c'était créé un parallèle dans la collection de Jacques Doucet et
et Saint-Laurent. Le troisième champ, on peut dire, d'intervention, c'est bien sûr les expos. Principalement, moi, j'ai immédiatement passé à l'expo rétrospective au Costume Institute à New York en 1983, où Diana Vreeland, l'éditeur et à temps special consultant de Costume Institute, a invité Saint-Laurent à faire une rétrospective. Et cette exposition, c'est très très important parce que c'est la première fois, c'est la première rétrospective en fait d'un designer vivant au Met. Et cette exposition, et on peut voir à droite Saint-Laurent dans l'espace des Costume Institute, à côté des vêtements et d'un montérin, on y va parler de ça un peu plus tard. Et à gauche, on est à Saint-Laurent, à côté d'une affiche de l'expo de 86 à Musée des Arts Décoratifs. En fait, ça s'appelait Musée des Arts de la Mode, c'était institué dans cette période. Et si on regarde un peu des archives sur la fondation des Musées des Arts de la Mode, c'était cette exposition à New York qui a poussé la création de cet musée à Paris. Donc, Saint-Laurent, c'était fondamental aussi pour une réflexion plus large sur la présence de la mode et des arts de la mode dans les musées en France. Donc, ces deux exemples, je pense, sont très évidents. Mettre en évidence aussi que l'exposition est un dispositif fondamental dans la diffusion et l'exploration de la relation entre l'art et la mode. Et à ces propos, je voudrais, avant de passer à notre invité, partager avec vous une autre expérience, une autre exposition, ou peut-être qu'on y a parlé, des biennales. C'était la Biennale de Florence, en 1996, en Italie. Et c'était devenu une référence très importante sous ces discussions et sur la réflexion des dialogues entre l'art et la mode. L'exposition s'était organisée dans deux commissaires d'expo d'art, c'était Germano Celent et Luigi Settembrini, en collaboration avec un éditeur, principalement qui a travaillé principalement sur la mode, s'appelait Ingrid Sicci, et a écrit beaucoup pour Art Forum. Et la Biennale a lancé une réflexion, bien sûr sur ses relations art et fashion, mais en même temps poser des critiques et proposer la nécessité de penser la mode de manière moins superficielle. Ici, c'est possible de lire un extrait des textes des commissaires qui parlent en fait des besoins au-delà d'une frustration des discours sur la mode contemporaine qui étaient généralement superficiels. Saint-Laurent participe à cet événement, à cette biennale, avec un projet à Palazzo Vecchio à Florence, où il a recréé la robe de la statue de Judith et Holofernes de Donatello, dans la salle. Les projets de Saint-Laurent, c'était, mon interprétation, que ce n'était pas seulement un réplica d'un vêtement, et c'était vraiment, je trouve, il a essayé de stimuler, je pense, à comprendre la mode comme un outil de contextualisation historique, principalement pour l'histoire de l'art, j'imagine, et en même temps, nous inviter aussi à repenser la matérialité et les valeurs des vêtements dans la sculpture. Et ces relations et ces manières aussi de repenser les valeurs de la mode des vêtements dans l'art, c'était aussi expliqué dans Celent, dans les textes, c'est une sorte d'introduction à les catalogues de la Biennale, où Celent explique de manière très claire, et les titres, c'est To Cut is to Think, on peut traduire comme couper, ou coupe c'est penser, je trouve, je sais bien traduire en anglais, qui termine avec, et les textes terminent avec cet extrait de Celent, où les curators nous rappellent que la mode est une discipline distincte et indépendante, mais qu'elle vivra toujours en relation avec la pratique et la critique de l'art. Donc ça, c'est la fin d'un texte très intéressant où Celent regarde un peu la présence de les coupes et de les cuts, comme on l'a dit, dans l'histoire de l'art, pour arriver à la fin à faire cette citation. Donc je trouve que les propos de Celent révèlent en relation, et commencent à révéler en relation un peu plus d'interdépendance, plus que dialectique, aussi c'est une partie de dialectique là aussi, mais aussi révèle des hiérarchies culturelles entre ces deux mondes de l'art et de la mode.
Et c'est une distinction que c'était aussi bien souligné dans la critique d'art Virginie Léa, qui a contesté durement cette tentative de dialogue à la Biennale à Florence, et l'arrivée à définir dans cet article que la Biennale c'était une sorte de parc d'attraction. Vous pouvez voir dans les textes, c'était une recension, un review très critique. Bon, pour finir, je trouve que bien sûr nous sommes dans l'année 96, donc les choses ont beaucoup changé aujourd'hui, beaucoup évolué, et je pense que l'expo que je vous invite aussi à voir, et Saint-Laurent, l'art de la forme, et c'est vraiment un bon exemple de notre besoin de surmonter un peu ces narratifs de contraposition, mais aussi d'explorer ces relations de manière plus dynamique et complémentaire. Donc de trouver des langages et aussi d'arriver à déconstruire un peu les hiérarchies des valeurs entre la mode et l'art, et aussi les différentes méthodologies d'exposition, mais aussi de discussion. Et comme c'était suggéré aussi dans Elsa, directrice des musées, dans les catalogues. Et j'ai mis aussi une citation, un extrait des textes, parce que je trouve qu'il explique vraiment bien deux passages qu'on peut faire, deux parcours qu'on peut prendre pour imaginer les valeurs de Saint-Laurent aujourd'hui et de sa créativité, mais aussi pour repenser les présents et l'art contemporain d'aujourd'hui à travers les travaux de Saint-Laurent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec cette discussion, on y commence ce débat, on y commence avec Julien et Cécile, et pour en commencer de manière un peu plus générale, je demandais de partir avec cette citation. C'est très connu, des fois c'est énigmatique un peu, de Pierre Berger, qui a dit la mode c'est pas un art, mais Yves Saint Laurent un artiste. C'est aussi des slogans des fois qui sont un peu difficiles à déchiffrer un peu, mais je trouve que pour commencer notre discussion sur cette relation, peut-être je demande à Cécile peut-être de commencer un peu comme vous interprétez-vous cette citation, et bien sûr dans les cadres de la relation entre l'art et la mode. Oui, merci. C'est vrai que c'est complètement paradoxal. La mode n'est pas un art, mais Saint Laurent est un artiste. Mais finalement, moi, je la perçois, cette citation, qui est un très bon sujet de disserte, d'ailleurs, comme une question qui traverse tout l'art du XXe siècle, qui n'est pas du tout spécifique à la mode, parce qu'en fait, aux particularités peut-être de l'avant-garde du XXe siècle, c'est justement de mettre en question la définition de l'art, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de l'art en fait. On ne le sait pas, c'est pas donné, on ne le sait pas forcément, c'est pas gagné. La question des limites de l'art est sans doute aussi ancienne que l'art lui-même. Hein. Et pour te répondre, Marco, moi j'avais envie de vous parler de Brancusi. Alors pourquoi Brancusi ? D'abord parce que Saint-Laurent et Pierre Berger ont collectionné précocement des œuvres de Brancusi, et dont une œuvre extrêmement importante. Donc Saint-Laurent avait un goût pour Brancusi. Bon, déjà, ça fait un lien. Et pourquoi Brancusi ? Parce que Brancusi a été confronté juridiquement à cette question. C'est-à-dire que... je m'explique. Ces œuvres ont été considérées à la fin des années 20, lorsque Marcel Duchamp lui a monté une exposition aux États-Unis en 27. Duchamp est quand même la personne qui a posé cette question, hein, où s'arrête l'art, comment nommer l'art, quels sont les critères de l'art. Donc Duchamp organise une exposition à Brancusi, et la douane ouvre les caisses à l'arrivée. Donc Brancusi est à Paris, hein, son atelier que vous voyez ici se trouvait à un Passe-Ronsin dans le 14e. Et donc, à l'arrivée dans le port de New York, la douane ouvre les caisses et tombe sur des objets en bronze, tels que vous en voyez un là à droite sur l'image. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est que ce truc. Il décide que dans le doute, on va considérer que ce sont des objets utilitaires. Et ça a un impact, puisqu'il existait une législation depuis le début du XXe siècle qui exonérait de frais de douane les œuvres d'art, mais qui taxait de 40% les objets utilitaires.
Donc là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que ça change complètement la donne de l'exposition. C'était une exposition à Galerie Brumaire, donc où les pièces devaient être vendues. Et ça les renchérit énormément. Et puis surtout, ça pose un problème énorme. C'est-à-dire que Brancusi ne produit pas des objets utilitaires, même s'ils sont en bronze, même s'ils sont parfaitement polis. Mais Brancusi produit de l'art. Donc il y a un procès. Brancusi contre États-Unis. Que Brancusi gagne en plaidant justement qu'il est artiste. Et puisqu'il est artiste, ce qu'il produit, c'est de l'art. Alors comment il se défend? Parce que bon, forcément, il y a un trou dans la législation américaine. C'est-à-dire qu'en décidant d'exonérer de frais de douane les œuvres artistiques, ils ont essayé de définir ce que pouvait être une œuvre d'art. Donc là, c'était extrêmement compliqué. Le texte a été revu à de multiples reprises. Alors au départ, il fallait que les œuvres aient un lien avec le réel, imitent le réel. Après, il fallait qu'il y ait un lien. Après, il fallait que les œuvres aient été faites à la main. Et puis, voilà, différentes autres caractéristiques. Et donc, c'est ce que va plaider Brancusi, que premièrement, il polit lui-même ses bronzes. Il n'y a que lui qui peut les polir. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si ce n'était pas Brancusi lui-même qui avait... bon, c'est des multiples. Ça pose un problème. C'est-à-dire que l'œuvre d'art n'est pas spécialement unique. Ce qui a aussi un lien, je crois, avec la mode. Ça, à partir... Mais le bronze, c'est... Tirer une sculpture en bronze, c'est ancien, hein, c'est pas propre au XXe siècle. Ça, déjà, c'est un problème dans la législation américaine. Et donc, il est fini, si vous voulez, il est poli à la main, donc il plaide ça. Et surtout, il plaide qu'il est artiste, c'est-à-dire qu'il a fait des études d'art, qu'il est enregistré, qu'il est reconnu socialement comme artiste, ce qui est tout à fait vrai, et donc il gagne. Voilà. Et puis après, Brancusi, c'est aussi intéressant, je m'arrête là, hein, mais on pourrait parler des heures. Pour une autre raison, c'est que c'est quand même celui... voilà, on va voir le Brancusi de la collection Saint-Laurent. Ça, c'est très intéressant, cette œuvre-là, parce qu'on voit bien que le socle, la base de la sculpture, fait partie de la sculpture, devient une pièce de la sculpture. Et ça aussi, c'est une particularité du travail de Brancusi, ce qui pose aussi les limites de l'art dont on a déjà parlé, c'est-à-dire qu'il intègre le socle dans la sculpture elle-même. Il n'y a plus de distinction entre justement ce qui pourrait être utilitaire, un socle, et l'œuvre. Tout est l'œuvre. Voilà. Je dois intervenir. Oui, merci. Moi, j'ai pris le sujet un peu à revers, si j'ose dire. Mais effectivement, pour s'affranchir de rapports hiérarchiques entre l'art et les arts appliqués, qui, malheureusement un peu une vieille histoire qui hantait l'Académie, je ne voulais pas saluer Yves Saint-Laurent pour sa capacité à rendre hommage à Mondrian. En fait, on sait déjà qu'Yves Saint-Laurent était un grand connaisseur d'art, un grand collectionneur. On le verra tout à l'heure dans toutes les périodes de l'histoire de l'art. Et il se trouve que lorsque Yves Saint-Laurent reprend des motifs de Mondrian pour des robes, à la même époque, des artistes vont reproduire des œuvres d'autres artistes contemporains. Ici, alors c'est un peu un pied de nez. D'abord, c'est une œuvre de la collection de mon musée. C'est aussi une toute petite œuvre. Elle fait moins d'une feuille A4 et ce qui est représenté est encore plus petit. Il se trouve que ça reproduit une vignette de magazine d'une œuvre de Lichtenstein que Lichtenstein avait décidé de reproduire pour l'affiche de son exposition à la Galerie Ferus à Los Angeles. Et donc l'auteur ici, Richard Petitbonne, évidemment souligne la façon dont les artistes eux-mêmes se reproduisent pour des posters, pour communiquer. Et Petitbonne ici, c'est comme petit os, Petitbonne reproduit également avec un tampon la légende, puisqu'en fait c'est une vignette de magazine. Et donc Petitbonne ici indexe la circulation des motifs en copiant un autre artiste. Et j'ai le sentiment que, et on va en reparler, que Mondrian
devenant un motif, c'est pas simplement porter la mode au rang du noble art ou des beaux-arts, c'est l'indice plus profond que Yves Saint Laurent a une conception très progressiste de la mode et qu'il souhaite faire bouger les lignes, sans jeu de mots, de Mondrian pour en faire un motif qui circulerait dans le quotidien. Et on va revenir sur ces questions. Je peux en reparler rapidement. C'est une autre contemporaine, Hélène Sturtevant, qui est une américaine, qui, à la même époque, va copier d'autres artistes. C'est un peu la conclusion du propos pour Yves Saint Laurent. Hélène Sturtevant va reproduire, si j'ose dire, une œuvre de Joseph Beuys, avec un très beau titre qui sous-entend beaucoup de choses. On est au milieu des années 60, c'est une femme qui reprend une œuvre d'un homme et le titre c'est « La Révolution sans moi ». Évidemment ici on ne reconnaît à peine Hélène Sturtevant qui a vécu à Paris dès les années 80 et qui a eu une rétrospective au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Et donc ici, en reprenant, si j'ose dire, le motif, elle réactive, elle performe cette œuvre comme si c'était une partition de Joseph Beuys qu'elle pouvait réinterpréter, et évidemment elle la performe avec son genre, avec son statut à elle. Et je pense qu'il y a plusieurs conceptions du genre chez Yves Saint Laurent. Il y a la question du genre artistique et du genre art appliqué, mais il y a peut-être d'autres enjeux aussi. On pourra en reparler peut-être avec de nombreux projets, mais on pense immédiatement au trench ou au smoking, et je sais qu'on parlera aussi d'autres tenues qui étaient importantes dans l'art moderne d'avant-guerre et que Yves Saint Laurent a réactivé. Merci. On y peut peut-être passer à la deuxième question que l'on a intitulée L'art de la femme, qui c'est aussi le titre de l'exposition. Parce que vous avez écrit deux chapitres de textes, de essais dans ces catalogues, et je voulais juste demander si vous voulez parler un peu plus de votre texte et de comment vous avez un peu aussi abordé l'invitation d'Elsa de travailler sur cette idée de l'art de la forme et en relation avec le travail de Saint Laurent. Et peut-être on y peut encore partir avec Cécile. Tu fais un dialogue, en relation avec par exemple Franck. Et si tu peux un peu plus élaborer pour nous, comment tu es arrivé en fait à écrire et dans quelle perspective dans ton travail quotidien en fait comme historien de l'art Le rapprochement avec Franck, alors comment j'ai abordé l'invitation? Déjà, je dois dire, on ne me s'entend pas du tout qualifié pour écrire sur le sujet, parce que moi je ne suis pas historienne de la mode. Et les choses sont tellement cloisonnées du point de vue disciplinaire à l'université ou ailleurs qu'on est rarement emmené à aller sur ce terrain. Ce qui en dit beaucoup, je pense, de notre étroitesse d'esprit générale, quoi. Bon, et puis finalement, elles ont su me dire que je pouvais le faire, donc je l'ai fait. Et j'ai écrit un texte qui porte sur l'idée de simplicité. Dans le travail des formes chez Saint Laurent, moi c'est ce que j'adore, c'est ce que je préfère, c'est très subjectif, c'est ces coupes impeccables, simplissimes que je trouve voilà. Et j'ai eu envie d'introduire une comparaison avec Jean-Michel Franck parce que premièrement Saint Laurent adorait Franck, avec Pierre Berger, ce sont vraiment des découvreurs de l'œuvre de Jean-Michel Franck. Alors peut-être je dis un mot de Franck parce que c'est peut-être pas connu de tous et tous, donc c'était un décorateur de l'entre-deux-guerres qui a eu une fin tragique puisqu'il s'est suicidé à New York, il était juif, il était lié à Anne Frank en fait, c'était sa famille, le journal d'Anne Frank. Bon, ça c'est pour la fin, mais pour le début, c'est quelqu'un qui est assez complètement original à son époque, qui traverse aussi, qui est très lié au milieu artistique. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment non plus de distinction. Moi je vois son travail comme intégré aux avant-gardes, là où aussi souvent c'est présenté comme cloisonné, séparé. Bon, il était très proche de surréalistes. Par exemple René Crevel, l'écrivain, était un très bon ami à lui.
il a meublé des appartements pour Aragon, enfin bon, il était dans tout ce milieu-là. Et la caractéristique de son travail, c'est voilà, une sorte de dépouillement total, que je vois comme une forme de pureté, de perfection, mais aussi comme irrévérencieux. C'est-à-dire que comme Saint-Laurent va employer par exemple des tissus d'hommes, tweed, ou va déplacer ce dont Julien parlait il y a un instant, c'est-à-dire va déplacer le canon, va déplacer le masculin, le féminin, utiliser des choses qu'on n'utilise pas habituellement, y compris des choses pauvres, des tissus pauvres. Voilà, il y a cet écart entre le pauvre, le riche, le luxueux, etc. C'est ça, pour moi, vraiment ce qui est intéressant dans le travail, c'est ça. En fait, il a aussi ça, Jean-Michel Franck, c'est-à-dire qu'il introduit des tissus qui ne sont pas des tissus d'ameublement, mais qui en sont devenus. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde sait ce qu'est la toile de jute, et on a tous, enfin je pense qu'on voit tous un fauteuil en toile de jute ou un coussin en toile de jute. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout, hein, c'était pas du tout un tissu d'ameublement. Alors il est capable de faire des choses ultra précises, ultra raisonnées, dans des matériaux qui sont bruts. Bon, ça, je trouve ça très intéressant, et en même temps d'aller dans une exubérance du matériau, toujours, c'est-à-dire de faire des mobiliers en marqueterie incroyable, des marqueteries de paille qui sont à la fois ultra fragiles et vraiment rayonnantes, parce que ça brille, ça a des reflets. Il y a toute une réflexion sur la textilité du matériau que je vois aussi chez Saint-Laurent, et qui passe par voilà, ce côté très affûté, très dépouillé, qu'on pourrait penser un peu raide, mais qui en fait ne l'est pas du tout forcément, parce qu'il y a toujours une part de jeu, une part d'écart dans la pratique. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Merci. Et tu parles aussi oui, alors de l'avant-garde russe. Alors Stepanova, donc c'est des relations, oui, des fois c'est des dialectiques. Que vous voyez, oui, voilà, que vous voyez dans sa fameuse combinaison constructiviste, puisque j'ai été invitée aussi à réfléchir sur la combinaison chez Saint-Laurent, le jumpsuit. Il se trouve que c'est un vêtement que j'aime beaucoup. Et il se trouve qu'en creusant un petit peu, je me suis aperçue que ce vêtement était aussi, donc qui a été très popularisé, je pense vers la fin des années 60, Elsa, par Saint-Laurent, c'est à peu près ce moment-là. Donc un moment vraiment de libération, voilà, on est dans plus ou moins aux alentours de 68, etc. C'est vraiment un moment de révolution culturelle quand même. Moi, je me suis aperçue que ce vêtement ne ressortait pas à ce moment-là vraiment par hasard, parce qu'il avait été porté par des femmes, notamment, et des hommes de l'avant-garde dans les années 20, que ce soit en URSS, notamment les constructivistes, ou chez les dadaïstes berlinois. À qui j'ai consacré une partie importante de mon travail. Il faut savoir que, par exemple, Raoul Haussmann, qui était vraiment une figure de proue du dadaïsme berlinois, avec ses amis, s'habillait en combinaison, qui était un vêtement ouvrier. Hein. C'est la combinaison de l'aviateur ou la combinaison du peintre en bâtiment, si vous voulez. Il s'habillait en combinaison pour ne pas avoir l'air de jouer à l'artiste. Donc, dans le vêtement même, il y a la volonté, on revient à la première question, de faire bouger les lignes, de ce qui relève du champ de l'art et ce qui l'excède, de faire bouger les limites. Merci. Je montre des autres exemples qui sont présents aussi dans les catalogues. Et j'ai pas ça encore à Julien, peut-être. Donc, oui, aussi, à travers votre travail avant, et comment on arrive à Saint-Laurent. Alors, moi, j'ai aucune expertise. Ni dans le domaine de la mode, ni dans le domaine de l'histoire de l'art. Travaillant dans un musée, je pense que je suis plutôt un vulgarisateur. J'essaye de partager ce que j'essaye de comprendre avec les spectateurs. Je travaille beaucoup, on en a déjà débattu en huis clos. Je travaille assez peu avec un matériel inédit, un matériel historique.
J'essaye plutôt de dégager des récits pour faire des expositions. Donc ça, c'est mon travail à moi. Mais du coup, alors, il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais je me suis rendu compte qu'on s'était posé les mêmes questions, c'est-à-dire le catalogue de vente de la collection Pierre Bergé Yves Saint Laurent est accessible, il est en ligne. Voilà, Internet est un moyen de démocratisation intéressant. On ne sait pas si le catalogue est exhaustif, mais du coup, j'ai fait des statistiques. C'est toujours agréable. J'ai compté les Mondrian, après j'ai compté les tableaux, les dessins, après j'ai commencé à faire les statistiques par période. Alors évidemment, les années 20 sont très représentées. Les arts décoratifs, on le savait, étaient une période qui intéressait beaucoup Pierre Bergé et Yves Saint Laurent. Et puis tout d'un coup, je découvre un tableau plus ancien, un tableau de Frans Hals, qui pour moi était un peu comme un autoportrait de ces deux personnes, c'est-à-dire un homme élégant, bourgeois, mais qui tient un livre. Et tout cela dans une tenue, disons, plutôt ascétique, qui est caractéristique de Frans Hals. On le sait, Frans Hals était connu pour ses camailleux de noir et la diversité et la capacité à rendre les matériaux, les tissus, les matités, les brillances. Donc ça, évidemment, ça m'a intéressé. Je me suis dit, ah, là, il y a quand même un indice. C'est peut-être anecdotique, c'est peut-être un accident, mais ça m'éclaire quand même beaucoup des intentions d'Yves Saint Laurent dans son rapport à la forme. Travailler avec une palette chromatique réduite, ça a aussi été une des caractéristiques d'Yves Saint Laurent. Travailler en noir et blanc, ça a été une des caractéristiques. C'était aussi l'invitation qui nous était faite. Mais voilà, je trouvais qu'avec Frans Hals, on avait un éclairage, et on le voit chez Yves Saint Laurent, une compréhension sur plusieurs siècles d'un rapport réduit, réductionniste ou minimaliste. Effectivement, Yves Saint Laurent est aussi, à certains moments, un minimaliste. Moi, ce qui me séduit, c'est qu'il ne s'est pas cantonné à cet exercice-là. Il a su être un minimaliste comme Mondrian, mais il a aussi su être, disons, dans l'exubérance comme un Picasso. Et c'est cette palette large qui m'a laissé penser que je mentirais à me suffire aux propos, disons, minimalistes de Saint Laurent. Et donc, j'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup dans le jeu des noirs et blancs chez Frans Hals, mais que peut-être la clé était dans le livre tenu par ce monsieur. Il me semble qu'effectivement, Yves Saint Laurent est dans ce livre, c'est-à-dire que c'est une personne conceptuelle. Alors je ne sais pas s'il est artiste, comme le disait Pierre Bergé. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec les statues. C'est peut-être, si on doit sortir de ces débats et de ces rivalités entre les domaines artistiques, c'est peut-être un auteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vision conceptuelle des choses. Il est évident, lorsqu'il reprend un blouson très gonflant, mais qui est donc très urbain, mais dans un matériau extrêmement noble, qu'il joue des valeurs. Cécile l'a dit tout à l'heure. Je pense pour nous, historiens plutôt 20e du XXe siècle, Yves Saint Laurent est quelqu'un qui a su jouer des valeurs et les décloisonner les matériaux, décloisonner les matériaux et les valeurs auxquelles ils sont associés. Et puis effectivement, rien qu'avec cette robe stretch, qui, moi j'ai connu les années 80, ça me rappelle mon enfance. Voilà, les jerseys de coton, les robes confortables, ça revient, c'est très bien, à la mode. Et puis, non sans humour, Yves Saint Laurent ici va juste poser une ligne blanche qui pourrait faire penser à un tableau minimaliste de Barnett Newman, mais qui tremble encore un peu plus que la main de Barnett, et qui, en tremblant ici, rappelle que c'est un vêtement, et c'est le tremblé du tissu, du jersey, c'est aussi le tremblé du mouvement, de la silhouette qui va courir ici sur le catwalk, et évidemment qui va contraster et résonner de la coupe de cette robe.
Merci. On peut peut-être continuer avec cette idée de surpasser un peu ces hiérarchies et ces manières dialectiques, on peut dire, de déposer la mode et l'art à travers peut-être les cas plus connus de ces relations et de ces manières appropriées pour utiliser aussi, parce que vous avez dit en relation à un mouvement artistique, et passer un peu à la troisième question, que c'est la connexion avec la dimension interdisciplinaire entre la mode et l'art. On peut dire aussi des autres arts, vous avez utilisé les mots auteur, et c'est bien sûr une autre manière un peu plus large. On y pourra la littérature, par exemple. C'est aussi un autre modèle intéressant pour la regarder. Et je reviens vers vous, Julien. Si vous pouvez un peu expliquer qu'est-ce que vous avez essayé aussi de regarder dans votre essai pour montrer de manière différente aussi de lire cette idée de traduire Mondrian dans vêtements, que c'est un peu first degree, on peut dire, premier degré. Et oui, je laisse la parole. Merci. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, et puis on en a aussi déjà parlé avec Cécile de Tinguely, donc on pourra peut-être partager là-dessus. Je ne sais pas, la légende est un peu ambiguë, je ne suis pas sûr que ce soit Denise René qui manipule ici le Tinguely. En tout cas, elle est très élégante dans ce tailleur cintré. En fait, si on creuse dans les ouvrages de référence sur l'art minimal, aujourd'hui, il y a un ouvrage de référence qui n'est pas traduit en français par un certain James Meyer. Il y a un chapitre consacré à la reproduction de tableaux dans des magazines de mode, des portraits de peintres dans des magazines de mode comme Harper's Bazaar, et il y a des événements très précis qui attestent de l'intérêt des magazines pour des formes radicales comme l'art minimal dans les années 60. Si on prend à rebours les intentions d'Yves Saint-Laurent et qu'on essaye de comprendre le livre qu'il était en train d'écrire, lui-même, c'est cité, c'est archivé, c'est attesté, dit qu'un jour il a une vision lorsqu'il regarde son Stockman, le mannequin sur lequel il construit, et vous le savez toutes ici et tous, moi je le découvrais presque, pas tout à fait. Sur le Stockman, on pose des repères avec un ruban. En général, le Stockman est plutôt de couleur claire et les rubans de repères sont plutôt des couleurs sombres qui permettent de préciser la pose du vêtement sur le Stockman, l'endroit des hanches, l'endroit des épaules, la construction du bustier, etc. Et Yves Saint-Laurent dit, lorsque j'ai regardé ces lignes noires sur le Stockman, j'ai eu l'idée de mettre en mouvement cette sculpture. Or, on y a pensé tous les deux et toutes les deux, si j'ose dire, Cécile et moi. Évidemment, ça fait penser tout de suite à Tinguely. Et là, il y a un débat de spécialistes, parce que reprendre Mondrian dans les années 60, ça me semblait une chose un peu en retard. Cécile va préciser les choses. En revanche, entre 1955 et 1965, ou fin des années 60, il y a une succession de chapitres évidents où des artistes, vous connaissez François Morlet, vous connaissez Julio Leparc, tous ces artistes vont contribuer à un moment ou l'autre, soit à l'exposition Mouvement chez Denise René, qui est simplement pour thème des artistes qui mettent en mouvement la peinture et la sculpture de manière dynamique, ce qui sous-entend aussi une autre expérience de l'œuvre d'art, probablement plus ludique, mais aussi, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une expérience, une redéfinition de la perception de l'œuvre d'art. Voilà. Et puis effectivement, à la fin des années 60, il y a un groupe de recherche d'art visuel, le Grave, qui a l'idée de réaliser une exposition dans la rue. Et puis, alors j'ai un peu triché. J'avais la photo en tête,
J'ai revérifié, c'est un peu un des rares exemples qui fonctionne aussi bien, parce que parfois c'est un peu ces messieurs du groupe Grave en costume dans les sculptures en mouvement, mais ici, évidemment, on a l'impression de voir un sauto lorsqu'on voit cette dame dans cette combinaison rayée qui va marcher à l'intérieur de cette sculpture. Il y a là un mouvement dynamique des lignes qui se produit et qui devient très hypnotique. Donc là, effectivement, il y a plusieurs motifs. Le mouvement, et ça, forcément, Yves Saint-Laurent s'y intéresse. Et puis, il y a des artistes du côté de l'art qui ont le désir de produire des formes adaptées à leur présentation dans l'espace public, dans l'espace urbain, comme le font les stylistes depuis toujours. Et évidemment, voilà, là, si on fouille un peu, on voit les Mondrian de la collection. Alors, les Mondrian, habituellement, alors on a tous en tête la série New York Boogie Woogie, en fait, hein, avec ces rectangles jaunes, rouges et bleus qui sont disposés dans une grille, qui sont très dynamiques. Si on revient un petit peu en amont dans l'histoire de Mondrian, il y a évidemment des tableaux plus simplifiés. C'est par la grille qu'il va simplifier le paysage. Je vous renvoie à une exposition de 1995 au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Il y a les peupliers, les jetés et les paysages. Et puis Saint-Laurent, lapsus, lui, ce qu'il reprend, c'est la ligne noire. Et on le sait, la ligne noire, c'est par cette ligne qu'il va construire son vêtement de manière générale, et encore plus lorsqu'il reprend Mondrian. Merci. Je l'invite encore à retourner à laisser les textes dans les catalogues, parce que vous portez aussi un témoignage d'un assistant de Saint-Laurent qui s'est, je trouve, super intéressant, qui parle en fait de la volonté de Saint-Laurent et de faire un toile tout droit pour exactement. Alors, vous l'avez montré tout à l'heure, enfin, je ne connaissais pas ce document avant de travailler sur le texte, l'exposition du Met, tout en amont, on voit bien les robes, hein, en 3/4, elles sont plates, elles sont planes. Voilà, c'est une construction, moi j'y connais rien, c'est une construction à plat, ce qui renvoie évidemment à d'autres exemples notables dans la modernité où des artistes se sont intéressés, des plasticiens, j'aime pas ce mot, se sont intéressés à la question du vêtement et ont aussi eu l'ambition de travailler le vêtement à plat, c'est-à-dire comme un tableau. Merci. On peut passer à Cécile, parce que vous avez dans votre article aussi, un chapitre, parlé de cet exemple à travers notre perspective. Oui, pour continuer sur ce que disait Julien, c'est vrai qu'il y a un problème dans la présentation du maître que on peut peut-être revoir si c'est pas compliqué, parce que comme ça les gens voient mieux ce dont on parle. Pardon. En fait, les robes, je suis désolée. Voilà. En fait, les robes sont au mur. Et pour moi, c'est incompatible avec ce qui est une robe de Saint-Laurent, parce que c'est quand même le couturier qui a tant fait pour la liberté du mouvement du corps. C'est une forme de libération de la femme, hein, le fait de ne plus être engoncée dans ses mouvements, etc. Et ça contredit en fait tout ce qu'explique Julien, qui est si juste. C'est-à-dire qu'en partant de la grille de Mondrian, Saint-Laurent produit quelque part une sculpture en mouvement. C'est ça l'idée. Parce que la robe, elle est portée. La robe, elle bouge, on bouge dedans, on la voit de face, de côté, de dos, etc. Ce qui n'est pas possible avec une présentation muséale figée, à plat, comme ça. Et moi, si je reviens donc sur le contexte, peut-être, c'était ça la question, dans lequel Mondrian produit la collection si célèbre, la collection Mondrian. En fait, j'avais envie de dire 2-3 choses. Comment je vois la question, que premièrement, il ne copie pas un tableau de Saint-Laurent, parce que sans être une spécialiste ad hoc absolue de Mondrian, je pense qu'aucun tableau de Mondrian n'est rigoureusement similaire
à aucune robe Mondrian de Saint-Laurent. C'est-à-dire, ce qui reprend, c'est un principe, une idée, une structure. Il faut savoir que quand on se plonge dans l'œuvre de Mondrian ou de Malevich, je ne rentre pas dans Malevich, mais ça rejoint Tinguely, ce qu'on a dit, etc., il y a une idée du mouvement dans le tableau. C'est que c'est une question d'équilibre, c'est une utopie, c'est un monde, le tableau, c'est un monde, y compris, qui peut bouger et en mouvement. Donc il reprend cette idée au pied de la lettre, en vraiment mettant la structure de Mondrian en mouvement, en faisant une sculpture qui est un vêtement qu'on peut porter et qui bouge. Première chose. Donc c'est plutôt une sorte, moi je vois ça comme une sorte d'hommage à Mondrian, qu'une reprise littérale. Au demeurant, c'est ce qu'il a toujours dit. Hein. Là, je n'invente rien. Et alors sur le contexte dans lequel il fait ça, ce qui me paraît intéressant de bien comprendre, c'est que Saint-Laurent est l'incarnation du couturier français, quoi. C'est une certaine idée de Paris. Il a vraiment une culture parisienne, etc. Et à Paris, Mondrian n'est pas connu. Non, je vous promets, je vais vous donner des exemples. Je sais, ça paraît dingue, parce que les choses ont tellement changé depuis cette époque-là. Écoutez, Mondrian a vécu plus de 20 ans à Paris. Il avait son atelier rue du Départ, et un autre ensuite boulevard Raspail dans le 14e, dont vous avez peut-être vu les photos ou les reconstitutions, puisque cet atelier a été reconstitué, aujourd'hui régulièrement exposé dans les musées. Pendant tout le temps qu'il a vécu à Paris, il n'a eu que 5 ou 6 petites expositions collectives. Mais si vous voulez, c'est pas grand-chose. Il n'a eu aucune rétrospective dans un musée. D'ailleurs, il n'y a, avant très longtemps, la fin des années 60, aucun Mondrian dans les collections publiques françaises. Il est complètement... Il faut bien comprendre que le contexte parisien a longtemps été, du point de vue institutionnel, notamment muséal, rétif à l'abstraction, à l'avant-garde d'une manière générale, et à Mondrian en particulier. En fait, si vous voulez, Mondrian, c'est quasiment une sorte de paradigme, de traumatisme. Comment se peut-il qu'il ait vécu si longtemps à Paris et qu'il en soit resté si peu dans les collections publiques? Et donc, Mondrian, qui a été très tôt reconnu aux États-Unis par Alfred Barr au Museum of Modern Art, en Suisse évidemment, en Hollande, mais à Paris, non. C'est ça qu'il faut comprendre. Yves Saint Laurent a voyagé. Tout à fait. Il n'est pas limité à ce. Non, absolument. Non, mais absolument. D'ailleurs, Marrakech, est-ce que ça passe bien pour Yves Saint Laurent? Pardon? Marrakech, je comprends pas le rapport. Le musée, est-ce que c'est sauvé? Ah ben ça c'est peut-être Elsa qui va plutôt vous répondre, parce que moi, vous savez, je ne parle pas au musée Saint-Laurent. Oui, il y a un musée Saint-Laurent, Marrakech va bien. Ouf, tant mieux. Mais donc, ce que je voulais vous dire, c'est que tout à fait, il est à l'intérieur de ce contexte général d'absence d'intérêt pour l'abstraction, il est défricheur, c'est-à-dire il est très informé. Il y a un petit groupe de personnes qui ont toujours reconnu l'intérêt, l'importance de Mondrian à Paris, des artistes, des critiques, dont d'ailleurs, en l'occurrence, on pense à Michel Sefort, dont on sait qu'il avait les ouvrages dans la bibliothèque, et on sait qu'il était très au fait. Et par ailleurs, comme vous le dites fort bien, il voyage, il voit ce qui se passe à l'étranger. Mais quand il fait la collection Saint-Laurent, Mondrian n'a pas encore du tout acquis à Paris la notoriété qu'il a aujourd'hui. Et qu'est-ce que dit Saint-Laurent? C'est qu'il est très content d'avoir attiré, j'écorche vraisemblablement, c'est d'ailleurs plutôt relativement nombreuses déclarations sur le sujet, mais l'idée à retenir, c'est qu'il est très content d'avoir attiré l'attention du grand public sur un artiste immense, qu'il place au sommet de sa hiérarchie. Et pour moi, l'intérêt, entre autres, on pourra en trouver d'autres, mais très subjectivement, l'intérêt de la collection Mondrian, c'est d'avoir fait en effet connaître un artiste immense au grand public. Et il faut bien se remettre la chronologie en tête pour voir, comme le disait Marco en introduction, que la mode peut être un lieu de diffusion pour l'art. Et lequel? Parce que je pense qu'en effet, Saint-Laurent a fait beaucoup pour Mondrian, tout en restant, je le vois comme ça, fidèle à l'idéal, aux idées, aux structures de Mondrian. Voilà.
Merci beaucoup. 5 secondes, on va ouvrir pour des questions. Oui. Merci Cécile. Je pense que c'est un point hyper important aussi pour revenir un peu sur ces questions de l'historiographie et de la relation tramoderne. C'était pas, j'ai trouvé c'est pas très très fondamental. J'aimais beaucoup l'histoire du Franz Hals avec le livre, parce qu'en fait, les livres sont vraiment très importants chez Saint-Laurent. D'ailleurs, il y a une partie, je suppose seulement, de la bibliothèque qui est présentée ici, mais on voit que dans le musée, la bibliothèque est importante. Alors, c'est 19h23. Je sais qu'il y a un peu de timing, donc peut-être on y va. L'idée, c'est de montrer aussi des autres exemples dans les collections de ces relations. J'ai trouvé hyper intéressant aussi, Julien aussi, ces discussions des mannequins à l'exposition Met. Parce que dans l'autre côté, donc dans l'histoire des expositions des modes, c'était toujours pris comme une sorte d'exemple pour parler des besoins de trouver des manières différentes de montrer les vêtements. Donc là, c'est vraiment, je pense, c'est l'histoire aussi de Diana Vreeland comme un éditeur, d'essayer de communiquer à un public large et américain, qui peut-être n'est pas très à connaissance des travaux de Louvre, de Saint-Laurent, de faire en fait ces dialogues qui c'est encore, je pense, influencé de cette hiérarchie, de cette typologie des manières de regarder ces relations. Mais je trouvais très 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 intéressant. Et peut-être on y va déjà vers des questions. J'ai vu qu'on a déjà des questions. On y peut revenir sur la dernière partie, que c'est plus sur l'exposition. Alors moi, je connais Merci. pas trop. Bonsoir, je ne connais pas trop les relations en fait entre Mondrian et Saint-Laurent. Je voulais savoir s'ils se sont connus à Paris. Je voulais savoir s'il y avait une notion de droit d'auteur. Et je voulais savoir en fait, parce que j'ai vu qu'il y a des tissus qui sont imposés, donc j'imagine qu'il y a des coutures. On a l'impression effectivement que tout est très droit et très plat, mais vous savez, quand on a la mode qui reprend des motifs artistiques, parfois ce sont les tissus qui sont travaillés. Il y a beaucoup d'artistes de mode en fait, qui ont repris des imprimés, qui ont créé des imprimés, des tissages, etc. Et en fait, c'était ma question technique en fait, par rapport aux vêtements, qui ont l'air effectivement très plans. Et je vois là des tissus qui sont utilisés. Je voulais savoir comment, techniquement, au niveau des coutures, on avait réussi à obtenir une vision aussi nette du dessin. Alors, sur la première partie de votre question, je vais vous répondre. Ensuite, je passerai la parole, je pense, à Elsa, qui est très au fait de la construction des vêtements, etc., beaucoup plus que moi. Alors, ils ne se sont pas connus, Saint-Laurent et Mondrian, parce que Mondrian est mort pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Voilà, il n'y a pas eu de transmission directe, mais il était très, très avide de lire tout ce qu'il pouvait sur lui. Et en effet, le côté si net, comment il fait pour obtenir ça, Elsa? En tout cas, c'est ce qui fait qu'effectivement, on a l'impression que c'est un tableau, et c'est ce qui est souvent dit sur les œuvres, les hommages de Yves Saint-Laurent à Mondrian et à Poliakov. Ce sont vraiment des aplats de couleurs assemblés et on ne voit pas les coutures du tout. Et en fait, c'est du jersey et qui est cousu par l'intérieur et il y a une doublure et il y a un simple zip, toujours le même zip qui est camouflé derrière. Et les équipes d'ailleurs de restauration sont toujours fascinées parce que tout ça marche parfaitement 60 ans après. Et voilà, j'espère avoir répondu. Il en a fait de la publicité, mais est-ce que finalement, à l'époque, il y avait même une notion de débat sur les droits d'auteur? Non, à l'époque, ça n'existait pas. Non, je pense pas. Et je pense qu'il y avait c'est ce dont on parle, il y avait une véritable sincérité, une véritable envie de rendre hommage. Il n'y a pas de reprise de tableau, Je donc pense il qu'il n'y a pas de litige. C'est ça, parce que, bon, sauf erreur, mais je pense qu'il n'y a aucun tableau de Mondrian qui soit exactement comme une robe Saint-Laurent. Donc, oui, c'est plus l'idée. Oui, Ouais, absolument, ça, absolument. Ça, c'est le droit de citation, il n'y a pas de problème. Ouais, je crois avoir déjà lu que Saint-Laurent avait contacté les héritiers et qu'ils avaient même félicité parce que ce n'était pas une copie, mais une interprétation
et qu'il avait demandé l'autorisation. Je pense, oui, merci madame pour cette précision, c'est plus que probable, parce que c'est même sûr, parce que franchement, vu le succès qu'a eu la collection, à mon avis, si les ayants droit n'avaient pas été d'accord, il se serait passé quelque chose. Hein. Ouais. Il a acheté aussi du Mondrian. Ah oui, bien sûr, mais après, parce que... 74, je crois. Alors pour quelqu'un qui n'est pas historien de l'art... Dans l'acquisition. Oui, non, mais il connaît toutes les dates d'acquisition, etc. Donc c'est après la collection, en fait, qu'il a pu... Ça, il l'explique avec Pierre Berger, à l'époque, il n'avait pas les moyens. Et quand ils ont pu, ils ont en effet acheté. Au final, il y en avait combien des Mondrian Alors, moi je me minimum souviens, 3. J'ai noté dans le texte, pardon, je me souviens pardon, plus. pardon, Il y moi non plus, je a me souviens pas. 3-4 dessins et 2-3 tableaux. Ouais, 4-5 dessins et 2 mais tableaux. des très très beaux tableaux, vraiment. Et chez Tarika, ouais. Qui devait être un petit peu plus cher dans les années 70. L'année dernière, pour 2022, l'anniversaire de Saint-Laurent, l'anniversaire, il y avait une très belle exposition à Pompidou sur tout l'art. Oui, on aurait dû... alors oui, en effet, on n'en a, je suppose, pas parlé parce que c'était pour nous tellement évident, c'est peut-être on devrait le rappeler, qu'il y a eu cette très belle exposition sur Saint-Laurent au musée, avec donc des vêtements présentés dans différents lieux de Paris, le musée d'art moderne, à côté, le NAM, les endroits que vous avez dit. Je me permets, parce que j'ai fait les 6 expos qu'il y a eu à Paris, donc je fais partie de ceux qui ont fait toute la boucle. Et en fait, pour moi, qui ai fait des études à la Chambre syndicale de la couture parisienne, donc niveau modélisme, je connais un peu. Et en fait, le Mondrian n'est qu'un moyen de définir une nouvelle architecture du vêtement. C'est-à-dire, par exemple, le carré bleu, on est sur la ligne poitrine, le carré rouge, on est sur la ligne de carrure d'épaule. Et en fait, c'est même la toute blanche avec juste la croix noire au milieu, et ben, toutes les pinces poitrine disparaissent, sont fondues dans le motif. C'est pas comme on aurait dans la fast fashion, on imprime une rayure sur un tissu. Il y a effectivement le patchwork qu'on a vu qui en fait disparaître toutes les pinces de côté, la pince poitrine, tout est soufflé. Et donc effectivement, il y a ce rapport. Comme avec les Mondrian, il y a la première couche. Simplification, oui. dans la conception du vêtement lui-même. Bah, c'est ce que disait Léonard de Vinci, c'est la simplicité et la sophistication ultime. Ah, ça. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est la recherche aussi, le moins de couture possible, parce que c'est ça que je ressens et que je ressens dans beaucoup de couturiers de l'époque, c'est la recherche de plus faire, pas juste un pantalon avec la couture côté ou l'archi, c'est effectivement on redéfinit le vestiaire, mais on redéfinit comment je pince, par exemple le blanc, c'est tout plat, on a fait disparaître la couture qui passe à travers le revers de la veste. Donc il y a aussi une redéfinition architecturale, c'est ça. C'était ma petite pierre à l'édifice. Très intéressant, et je pense que c'est vraiment... C'était important de le dire, parce que finalement, le départ de Saint-Laurent et de la maison, ça a toujours été ça, quoi, cette sorte de simplification de l'architecture du vêtement, en fait, par la virtuosité, quoi, quand même. Moi, ça m'évoque un peu, alors je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste, je remets la mode, mais je ne suis pas une spécialiste, mais c'est vrai que ça m'évoque un peu les formes courage, en fait, vous voyez, mais non, je vais laisser la parole à monsieur qui doit avoir son avis là-dessus. Non, mais la forme un peu trapèze. On va parler de Saint-Laurent. Oui, bien sûr, c'est la forme trapèze. C'est vrai que bon, aujourd'hui, le sujet c'était Saint-Laurent et l'art moderne. Donc, comme je vous ai expliqué, moi je suis loin d'être historienne de la mode, alors ne me lancez pas sur autre chose. Est-ce qu'il y a des autres questions? Je crois que c'est vous qui êtes intéressé par Dada.
Oui. Donc, Man Ray, c'est un bon exemple, puisqu'il est né dans le milieu des couturiers. Son père était dans le métier et tout ce qu'il a fait les patchwork, il a fait le feu à passer avec les clous, il a fait les mobiles avec... C'est juste. Oui, puisqu'il était dans le milieu, donc on n'a jamais séparé le mode et l'art aux États-Unis. Hein. C'est la même chose, oui. C'est une bonne... j'ai une très excellente réflexion et c'est vrai qu'on se demande finalement qui a séparé la mode de l'art, parce que vous parlez de Man Ray, mais il y a plein d'autres exemples. Sonia Delaunay, dont on a... Non, mais c'est la France. C'est peut-être la France. Non, mais je peux vous dire que Arthur Dow, qui était Arthur Dow en français. Professeur qui a créé l'art moderne à Columbia. Lui, il est venu à Paris dans les années 98, 80, et il a remarqué que c'est pas possible, que c'est séparé. Donc, il a fait à la fois école des arts décoratifs et des beaux-arts. Il a fait les deux ensemble. Mais il y a vraisemblablement en effet quelque chose de différent d'un point de vue culturel avec les États-Unis, et pas seulement les États-Unis, parce que ce que vous dites s'applique aussi bien à la photographie, aux arts décoratifs, à toutes sortes de... Japon, par exemple, on ne sépare jamais les textiles des tableaux. C'est la même chose. Mais c'est une question sexiste, puisque le mode, c'est le travail des femmes. Donc, c'est pas valorisé. Mais vous savez, moi, j'ai beaucoup travaillé sur Sophie Tauber-Arp, qui, vous connaissez peut-être, qui a commencé par des travaux textiles, tapisserie, broderie, etc. Et c'est vrai que ça a longtemps posé un problème. Parce que pour tous les stéréotypes féminins qui sont associés au textile, quoi, le textile est le domaine des femmes, et les productions textiles, donc, comme... ne sont pas l'œuvre d'artistes, pour le coup, pour boucler la boucle, parce que les artistes sont plutôt des hommes que des femmes. Oui, alors il y a tout ça aussi derrière, bien sûr. Oui, ces femmes qui n'osaient pas s'affranchir, s'assumer artiste et se cacher derrière les arts décoratifs. Enfin, oui, enfin, vous avez vu l'exposition des Albers. Annie avait été gentiment invitée à rester dans le domaine du textile, alors qu'en fait, c'est peut-être elle qui a renouvelé et permis à Joseph Albers d'avancer. Mais par exemple, Yves Saint Laurent était collectionneur des lacs et les sculptures aussi de Jean Denon. Et Jean Denon a fait ses paraventes comme la mode, avec même le taillon, si on voit en bas, c'est les taillons des années 20. Et puis c'est plat, puisque les années 20, le mode était très plat, comme un écran. Très dépouillé, oui. Non, mais plat, puisque la poitrine était démodée, hein. Donc c'était vite. Mais il a fait les écrans comme ça. Donc il y avait cette correspondance mode et l'art plus noble avec Denon. Et je pose la question, est-ce que Yves Saint Laurent était attiré par cet art déco? Il était collectionneur grâce au fait que Denon a déjà fait les liens avec Josephine Baker et tout, de montrer. Et lui, il a fait les textiles, il a fait les lacs sur le soie qui étaient pris par les couturiers pour faire les robes. Donc, il était dans les deux sens. Mais pourquoi Yves Saint Laurent était attiré par Denon? Franchement, je pense que vous avez forcément la bonne piste. Après, j'ai pas la réponse de l'intérêt de Saint-Laurent pour Dunant. Après, tout le travail de la laque l'a passionné. Ça, c'est sûr. On peut penser à Hélène Gray, qui était aussi dans la collection. J'ai parlé de Jean-Michel Franck. En fait, tout ce qui est... c'est l'entre-deux-guerres. Pardon ? C'est l'entre-deux-guerres. Oui. Enfin, c'est la mode de l'entre-deux-guerres. Les arts décoratifs sont très présents dans le corpus de la collection de Pierre Berger Yves Saint Laurent. Après, il y a un phénomène historiographique assez évident aussi, c'est sa culture.
voilà. C'est forcément l'art qui l'a marqué en tant qu'enfant, j'imagine. En tant qu'enfant, ou bien bon, on pourrait peut-être finir sur la figure de Marie-Laure de Noailles, parce que finalement, sans être spécialiste, comme j'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que c'est quand même ce qui ressort de ce que Saint-Laurent et Pierre Berger ont souvent dit, c'est leur visite chez Marie-Laure dans l'appartement des Noailles, place des États-Unis, à côté d'ici, où en effet se trouvaient un certain nombre d'œuvres dont on a parlé aujourd'hui, et avec ce même éclectisme, enfin ce qu'on considère à tort comme de l'éclectisme, en fait, cette même diversité qui est constitutive des vraies collections, quoi. Désolé, je veux juste ajouter un petit chose, parce qu'on a déjà discuté avant de cette conférence, en fait, oui, c'est vrai qu'en France, il y a eu cette tendance de séparer les arts mineurs, les arts majeurs, hein, mais on y a rappelé aussi qu'en Amérique, au moment, la mode, c'était jamais collectionné. Donc, c'est pas seulement un problème européen, on y peut dire, mais c'est plus général. Et l'exemple des moments, c'est très très évident, parce qu'on y parle, il y a toute une série d'expositions faites dans les années 40, années 45, pour définir les disciplines modernes. Et quand on arrive à la mode, on n'utilise pas le mot fashion, mais on utilise le mot clothes. C'est une question, are clothes modern? Et la réponse est non. Il y a des vêtements qui sont modernes, des vêtements qui ne sont pas modernes, mais la mode, c'est jamais moderne. Le moment, c'est très politique. C'est même de CIA, hein, dans les années 40. Oh oui. Oui, alors... Mais moment a favorisé l'art européen, donc c'est une copie de mentalité de la France. Mais si on regarde le Metropolitan, ils ont toujours le mot dedans. Si on regarde le City of New York, si on regarde tous les autres musées à New York, on a le mot. Oui, mais toujours en manière... si on regarde par exemple l'espace de Costume Institute, c'est dans les basements. Si on regarde, il y a toujours aussi... il y a eu un département costume initialement, que c'était plus sur une valorisation aussi pour porter d'éducation nationale. Mais si on regarde la déclaration de la fondation des Costume Institute, que c'était une collection donnée, et nous sommes à 39, et après les costumes s'ouvrent à 46, c'est l'idée de l'art des costumes, et le but c'est vraiment de parler de l'art comme les vêtements comme un art. Donc c'est pas vraiment une idée, une interprétation des vêtements comme un projet industriel. Jamais. Arrive en fait sous l'exposition Saint-Laurent, et je pense que c'est très évident dans les choses qui étaient expliquées sous cette idée des mouvements des mannequins et de montrer un vêtement sur un mannequin plat, c'est encore un héritage de cette idée de montrer la mode comme un art pour valoriser un peu les valeurs culturelles. Et Women's House à Los Angeles dans les années 70, il y avait beaucoup de textiles. Et les tableaux avec les textiles, c'était très mélangé. Et Judy Chicago's installation, bien sûr, tout ça, c'est un mélange complet. Les tableaux, donc. C'est 19h30. Merci à tous pour Merci ces à questions tous. et ces émissions.